Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, suivez-moi pour un café avec Guillaume Zarka, un homme inspiré et inspirant, avec une réflexion en profondeur sur l'entrepreneuriat, la vie et ce vers quoi elle nous emmène chacun. Bonjour Guillaume. Bonjour Christelle. Alors, vous êtes entrepreneur depuis très jeune et l'important pour vous c'est de marcher. Ouais, je suis un marcheur. Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix en ce moment. J'allais vous dire, je suis un marcheur d'avant l'heure. D'avancer, d'ajouter des couches, de regarder, d'expérimenter, de se tromper, de se relever, de recommencer. Quand bien même on marche et qu'on revient au même point, c'est pas grave, c'est ça ? C'est pas très grave, on apprend. Je crois qu'on revient jamais au même point. Est-ce que vous croyez qu'il existe vraiment des points ? Un point de départ peut-être. Je sais même pas. C'est très métaphysique de dire qu'il y a un point de départ. Et j'en suis même pas convaincu. L'important c'est le chemin quoi. C'est vraiment le chemin. À l'école, je me souviens, on nous faisait lire... c'est drôle, hein, c'est ça qu'on parlait de chemin. On nous faisait lire Candide. Alors, jamais j'aurais cru que 23 ans après, j'avais parlé de Candide. Et on parlait de cette notion de voyage initiatique qu'on essayait de nous mettre dans la tête. Et je me rends compte à quel point le concept était fort. Peut-être qu'en 5e, c'est un peu tôt pour expliquer aux enfants qu'il y a un voyage initiatique. Je pense que personne n'a rien compris en 5e. Et on aurait mieux fait de nous faire étudier ça un petit peu plus tard pour qu'on comprenne qu'effectivement, c'est le chemin qui est amusant. C'est pas la destination. Une fois qu'on est arrivé, on s'ennuie tous un peu. Donc en tant qu'entrepreneur, le chemin il a commencé quand pour vous ? Alors, moi je me suis toujours considéré comme un entrepreneur. Un entrepreneur, ça veut dire que je me suis toujours senti extrêmement responsable de mes actes. Je me suis toujours considéré comme assez peu assisté. Donc dès ma plus jeune enfance, j'avais ce mot entrepreneur qui sonnait dans ma tête. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, chef d'entreprise, mais c'était un concept qui me plaisait. Donc très naturellement, j'ai toujours créé des entreprises. J'ai jamais été salarié. J'ai jamais d'ailleurs eu de fiche de paye. Et j'ai créé ma première entreprise je sortais d'école à 21, 22 ans, 23 ans peut-être, 22, 23 ans. Vous aviez des parents entrepreneurs qui vous ont montré le chemin ou... Alors j'ai d'abord des grands-parents entrepreneurs, commerçants entrepreneurs d'un côté, de l'autre côté entrepreneurs dans l'import-export de produits alimentaires. Mais c'était des entrepreneurs, leur affaire c'était important, de participer à la vie communautaire, c'était important. Ça c'est les modèles que j'ai eus chez moi. Ensuite, mes parents, mon père était entrepreneur puisqu'il avait son affaire et qui dirigeait. Et ma mère aussi commerçante, entrepreneur. Donc c'est les modèles que j'ai eus et c'était assez très naturel pour moi. En fait, je n'aurais pas été à l'aise dans l'entreprise. Au sens large, en tant que salarié. Ouais. Je sais que je me souviens avoir été stagiaire, donc c'est peut-être les seules fiches de paye que j'ai eues. Et je ne trouvais pas ma place. J'étais pas à l'aise. C'est quoi les qualités essentielles d'un entrepreneur selon vous ? J'ai vu que saisir les opportunités à partir de votre propre vie, des expériences de votre propre vie. Moi, je crois surtout qu'il faut être complètement aveugle et naïf et rêveur parce que j'ai 42 ans et encore aujourd'hui, là, je recrée donc une nouvelle entreprise. Si on m'avait dit au début du projet que ça serait si long, j'y serais jamais allé. Mais il y a cette espèce de magie que tous les entrepreneurs ont connue en pensant que leur projet allait se réaliser en 15 jours, 2 mois, 3 mois, 1 an. En fait, c'est long d'entreprendre. Donc là, peut-être les qualités, c'est être patient, de s'accrocher et de ne pas trop se soucier du temps. En fait, de se soucier de sa mission, de se soucier de son envie. Et il faut être un peu en
connexion avec le temps. Pour moi, c'est le conseil basé sur mon expertise. Je me souviens, la première entreprise, pour la lancer, il fallait que j'ai une autorisation préfectorale, puis il fallait créer un premier lien commercial avec une entreprise que j'avais parfaitement identifiée. Et je me souviens être resté 3 semaines assis à mon bureau. Je m'asseyais à mon bureau à 8h, je me levais à 21h, juste en attendant un coup de fil. Et je m'appelais avec mon portable sur le téléphone fixe pour vérifier si ça marchait bien. À l'époque, il n'y avait même pas trop de haut débit, donc j'étais même pas sur internet en train de faire quoi que ce soit. J'attendais. Si on m'avait dit ça dès le départ, j'aurais dit mais qu'est-ce que c'est que ce plan nu? Et chaque matin, il y a une foi qui dit que la mission dans laquelle on se sent investi, c'est la bonne mission et qu'il faut y aller et que voilà, on se détache un peu du temps. Ne pas trop regarder le gain immédiat, ne pas trop regarder le demain et de construire un petit peu sur le long terme. Il faut avoir une vision un peu plus, d'être patient. Et la patience, on ne nous l'apprend pas à l'école. On la moque dans une certaine littérature, on la rend un peu romantique. Elle attendait une lettre, il attendait un message. Donc c'est un côté un peu qui n'est pas lié avec le monde des affaires. Dyson, je crois qu'il a fait 3000 prototypes avant d'avoir le bon aspirateur. 3000. Je sais pas si on réalise ce que ça veut dire, 3000. Ouais, c'est comme Edison. C'est comme Edison, et ça, on nous l'apprend pas tellement. Parce que c'est pas dans la culture de l'entrepreneur en France. Il faut qu'on se présente comme des lions, on est fort, on est imbattable, on est dans une jungle, je sais pas où, on est dans une arène. Je crois que surtout le bon entrepreneur, c'est celui qui est très patient, qui reste concentré, extrêmement concentré, et qui se sent investi d'une mission. Si on n'a pas ces trois piliers-là, ça s'appelle pas être entrepreneur, ça s'appelle faire des coups, mais c'est pas entrepreneur. C'est juste. Et c'est celui qui a du bon sens aussi. J'ai vu que, par exemple, pour plusieurs de vos entreprises, on va dire, vous êtes parti de votre expérience personnelle, comme par exemple pour vous avez développé des choses dans les taxis, ou alors cette appli amicale. Vous pouvez m'en parler plus? Un peu naïvement, mais ça il faut aussi avoir peut-être que les entrepreneurs ils ont des égos aussi un peu fous, parce que on voit un problème et on dit moi je vais le solutionner. Personne ne l'a fait, mais moi je vais y arriver. Alors il y a ce côté un peu narcissique avec un méga ego de l'entrepreneur, et puis l'attente, la patience nous permet est là pour nous remettre les pendules à l'heure, et puis peut-être pour recentrer et recadrer notre ego. Mais effectivement, toutes les entreprises dans lesquelles je me suis lancé ou investi, c'est parce que moi je trouvais qu'il y avait un besoin, je comprenais le besoin me plaisait, et je trouvais pas la réponse, je trouvais pas l'outil dont j'avais besoin. Je dis il faut le faire. Et alors vous avez parlé des taxis, c'est quand même le plus rigolo, parce que les taxis, alors on est dans un monde qui n'a pas encore la 5G, la 4G, la 3G. On a ce qui s'appelle le GPRS, donc ça c'est pour j'explique pour les plus jeunes. Ça veut dire qu'on est dans un débit. Envoyer une photo aujourd'hui en 5G, ça prend 1 seconde. En GPRS, il faudrait une demi-heure pour envoyer une photo. Donc c'était vraiment archaïque. Il n'y a pas d'écran plat, on a encore des télés cathodiques, donc il n'y a pas d'écran fin. Donc c'est le tout début des écrans plats. Et je décide de mettre des écrans de divertissement dans les taxis, parce qu'un jour je m'ennuyais dans un taxi. Je sortais d'un avion, c'était le début des écrans dans les avions, et je me suis dit ça serait génial qu'il y ait ça dans les taxis. Donc je suis parti dans cette idée, de cette aventure incroyable. Moi, je connaissais rien au monde des taxis, je connaissais rien à la technologie, je connaissais rien au monde des médias, mais vraiment, quand je vous dis rien, c'est rien. Je n'avais aucune idée dans quoi je m'engageais. Et puis souvent un peu comme ça, il faut être inconscient en fait. Et il fallait que l'écran soit tactile. Alors je ne vous raconte pas, à l'époque, programmer des écrans tactiles, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui comme outil.
c'était l'enfer. En fait, les écrans étaient prédessinés, prédécoupés, il fallait faire un contenu qui s'adapte. Bon, c'était un autre monde. Et je me souviens toujours, j'ai appelé Coca-Cola et je leur ai dit bonjour, j'ai un super support pour vous, il faut que vous me receviez. Donc, les personnes de l'accueil, j'avais trouvé le numéro de Coca-Cola, je crois, dans les pages jaunes. Et ils m'ont dit on a une agence média pour ça. Je ne savais pas ce que c'était qu'une agence média, donc j'ai appelé l'agence média, ils m'ont donné leurs coordonnées en disant j'appelle de la part de Coca-Cola. Donc pendant 2 secondes, la personne a un peu flippé, donc elle m'a donné le bon contact. Et puis après je suis allé au rendez-vous, puis elle m'a dit non mais ça c'est du hors média. Et puis j'apprenais, moi je ne sais même pas ce que ça voulait dire hors média. Bref, j'ai compris que Coca-Cola ne m'attendait pas. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de supports médias qui étaient présents sur le marché. Et puis j'ai appris, puis finalement je me souviens, la première fois qu'ils ont annoncé, ils m'ont dit est-ce qu'on peut payer avec des traites. Je sais pas pourquoi à l'époque on payait avec des traites. Je sais pas ce que c'était non plus. Je vous mets sur un double appel. J'ai un double appel et j'avais appelé l'expert comptable. Je lui ai dit est-ce que nous on prend des traites. Il m'a dit oui c'est bon. Je savais pas ce que c'était. Donc c'est ça aussi un petit peu la magie de l'entrepreneuriat, ça veut dire être assez fou pour penser que son idée elle va révolutionner le monde alors il y a de fortes chances qu'elle ne le fasse pas. Mais le matin quand on se réveille, on a cette énergie, cette boule de feu où on a l'impression de faire quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant et de faire avancer ce projet. Voilà. En tout cas moi en tant qu'entrepreneur, c'est ça qui me fait avancer. Et vous êtes parti à un moment à l'étranger, notamment aux États-Unis. Comment est-ce que ça fait évoluer votre vision de l'entrepreneuriat ? J'ai grandi en France. Après, je suis parti vivre au Mexique. J'ai passé énormément de temps en Asie, parce que j'ai manufacturé beaucoup de produits en Asie, en Chine, en Corée, à Taïwan. Et à un moment, j'ai eu besoin de changer de vie. Je ne sais pas si c'est très intéressant de savoir pourquoi, mais à un moment donné, dans mon rôle dans le monde, je devenais quelqu'un qui produisait des produits pour des gens qui avaient un besoin. Il n'y avait aucun épanouissement personnel. Il y avait il y avait le CES de Las Vegas. CES, c'est le salon de l'électronique à Las Vegas, qui est un événement très important. Donc moi, je manufacturais des produits électroniques. Et donc je suis à ce salon de Las Vegas qui est important. Et ensuite, je devais aller à Guangzhou pour visiter une usine. Et quand on fait un vol Amérique du Nord, Asie, soit on perd une journée, soit il y a une journée qui se répète 2 fois. C'est le décalage horaire de l'horreur. Et donc bien évidemment on est dans une époque pré-iPhone, etc. Donc j'ai mal noté un rendez-vous, j'ai pas tenu compte d'un décalage horaire et j'arrive dans une usine à visiter une journée avant et je vois l'horreur dans l'usine. Alors que toutes les usines normalement sont pré-auditées, on vérifie, etc. Je vois l'horreur. L'horreur ça veut dire je vois des enfants, je vois des chiens, des rats morts, des chiens morts, aucune norme de sécurité, rien. Et quand ils me voient, il y a un blanc dans cette usine, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait une alerte, où en quelques minutes, le truc se transforme, les gens, tout le monde disparaît, court dans tous les sens, etc. Mais il n'empêche que je le vois. Et là j'ai compris que depuis quelques années, j'étais peut-être un peu léger, alors qu'on avait tous les audits internationaux, je travaillais avec des grandes anciennes françaises, on travaillait avec L'Oréal, avec Sephora, avec tous les grands noms, Microsoft, Samsung. On avait des cahiers des charges d'audit qui étaient tous validés. Il n'empêche que... dans la vraie vie, c'était différent. Dans la vraie vie, c'était différent. Je l'ai vu. Je suis rentré à Paris. Donc à cette époque, je fabriquais des produits électroniques pour la PLV, qui était un dérivé de ce qui s'est passé dans les taxis, etc. Bon, je ne vais pas tout vous raconter. Et j'ai décidé de partir, de changer tout. Et je connaissais quelqu'un que j'avais connu au Mexique, qui avait des salons de coiffure à Los Angeles. Et quelques jours après cet incident, je lui raconte ce qui s'est passé. Il me dit écoute, si tu veux changer de vie, moi j'ai envie de monter une chaîne de salons de coiffure. C'est que de l'humain, c'est que des gens qui sont heureux de travailler. Quand on est
coiffeur, souvent aux États-Unis, c'est pas une filière professionnelle comme en France où il y a des CAP qui sont très organisés. Et souvent, c'est des reconversions de vie. Les gens qui choisissent la coiffure, donc on leur donne une vie meilleure. Donc moi, je construis cet idéal de dire c'est génial, je vais venir aux États-Unis, on va construire une chaîne de coiffure, on va faire que tous les coiffeurs soient associés, et puis on va partir dans cette aventure entrepreneuriale incroyable. Donc je suis parti aux États-Unis avec l'esprit pionnier, et bien évidemment au bout de 6 mois, c'était la catastrophe, parce que je connaissais rien au monde de la coiffure. J'ai une fois shampooiné une cliente qui m'a donné $1 de pourboire en me disant j'espère que vous avez un bon contrat de travail parce qu'ils vont jamais vous garder. Alors que j'étais propriétaire du salon. Moi j'ai compris que c'était pas pour moi du tout et que je m'étais emballé peut-être un peu vite. Ça m'a permis de mettre un pied aux États-Unis et ensuite de faire d'autres choses là-bas. Il y a un esprit aux États-Unis qui me plaît, qui est qu'on commence à avoir de plus en plus en France. Attention, ces dernières années. Mais d'abord, on peut se tromper, on peut changer de métier, on peut. Le principal, c'est d'aller vers un épanouissement. Moi, je le ressens comme ça, d'aller vers un épanouissement personnel. Et en France, on est sanctionné sur l'erreur, alors qu'aux États-Unis, l'erreur, c'est plutôt valorisant parce que ça veut dire qu'on a d'expérience. Ouais, on apprend. Et puis, c'est un grand pays, c'est 360 millions de personnes. Il y a des connards, c'est vrai. Et puis il y a aussi des gens extrêmement inspirants. Il n'empêche qu'en France, tous les jours, on parle de l'Amérique. Tous les jours, donc on regarde ce pays qui lui regarde à peine l'Europe. On le critique, mais tout notre mode de consommation, est inspiré par l'Amérique, tout le mode de consommation moderne. Ça veut dire dans nos maisons, les cuisines américaines dont on ne voulait pas entendre parler il y a 30 ans, maintenant c'est un standard. Je parle même pas des smartphones, des réseaux sociaux, du streetwear, le mode de vie. Et peut-être qu'on pourrait dire, avec la France, qu'en Europe, on a la chance d'avoir quelques années de décalage. Et finalement, regardons ce qui se passe chez eux. On n'a qu'à s'en inspirer pour éviter d'aller dans les erreurs qu'ils commettent. Par exemple, quand vous avez monté Drinkwaters, est-ce que vous êtes inspiré de choses que vous avez vues aux États-Unis, justement, où vous dites on va vers des entreprises qui ont plus de sens Je me suis inspiré J'ai mis en équation 3 faits. Un dîner chez des amis où il y avait des enfants adolescents. Il y avait des bouteilles en plastique sur la table. Et je voyais les enfants aller dans la cuisine, prendre de l'eau du robinet. Et je comprenais pas. Et les enfants m'ont regardé, m'ont dit mais nous on va pas boire dans du plastique, on n'est pas fous. Et ça c'est un premier électrochoc. Vraiment. Ensuite c'était la rencontre avec 2 entrepreneurs qui sont des vrais entrepreneurs. C'est Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, et Chad Hurley qui est cofondateur de YouTube, cofondateur de PayPal, et qui sont des entrepreneurs engagés. Et moi je connaissais pas trop le concept d'avoir faire une compagnie avec, aux États-Unis on appelle ça un mission statement, donc avec une mission, avec une vision, et qui soit pas qu'une vision capitaliste, qui soit une vraie vision de dire notre métier c'est de faire évoluer les choses. Il y a une logique capitaliste bien évidemment, on a une entreprise, on a des employés, on a des charges, on paye des impôts, on n'est pas une fondation, mais derrière tout ça il y a une envie de faire évoluer le monde dans lequel on vit. Oui, c'est le business, mais on prend en compte aussi la planète, les personnes. C'est ce que vous faites quand vous reversez 1% de votre chiffre d'affaires pour les océans. Exactement. Donc on est membre du 1% pour la planète. Pour nettoyer les océans. Alors nous, on a choisi d'aller vers les océans. On a choisi d'avancer avec Sea Shepherd parce que
Là aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens de Sea Shepherd. L'association Sea Shepherd. Sea Shepherd, qui est créée par Paul Watson, qui est un pirate des mers, qui est celui qui va casser la gueule à celui qui casse la gueule des tortues et des baleines. Donc c'est vraiment c'est incroyable l'engagement qu'ils ont. Et aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucun sens de faire une entreprise si derrière il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Justement. Non mais ce qui est vrai, il n'y a pas de sens. Je fais n'importe quoi, pas n'importe qui, mais faire un achat-vente d'un produit sans mission, moi ça remplit pas ma curiosité et mon appétit, mon appétit intellectuel, mes envies. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Et je trouve ça génial parce que dans un monde post-Covid, on se rend compte qu'on peut redevenir militant. Il y a un nouveau militantisme qui naît. Depuis 30 ans, on était dans un monde... regardez ma montre, regardez ma voiture, regardez mes chaussures, regardez où je pars en vacances, regardez comment je pars en vacances, regardez où je dors en vacances. Je trouve que là, il y a un monde qui est en train de se dessiner où c'est plutôt regardez ce que je fais pour le monde. Venez m'aider à changer le monde. Modifions un petit peu nos comportements. Moi, je suis arrivé en guerre sur les bouteilles en plastique parce que j'ai réalisé très bêtement que la bouteille en plastique, elle n'a pas toujours existé. Que les bouteilles en plastique, je crois que c'est post-Deuxième Guerre mondiale. Le plastique, c'est pas... ça s'est généralisé dans les années 60-70. Jusqu'à présent, on buvait. Il n'y a pas de problème. Donc, c'était pas un problème, la bouteille en plastique où on meurt de soif. On a toujours eu à boire. Et on a créé un besoin en pensant que ce besoin avait toujours été là. Ce besoin fait des dégâts incroyables pour la planète. C'est improbable qu'aujourd'hui il y ait des océans de plastique dans la mer. C'est pas rien. Où qu'on soit, il y aura des microplastiques dans l'océan et dans la mer. C'est notre devoir à nous d'aller protéger ces océans et d'aller essayer de réparer ce qui a été fait. C'est pas très grave si c'est pas nous qui l'avons fait. Et l'idée de dire que moi je ne suis que 1 sur 6 milliards, donc ça ne change rien parce qu'en Inde il y a un garçon qui pollue 10 fois plus que moi, c'est une énorme connerie, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humanité qui dit ça. C'est nier l'effet papillon. C'est nier l'effet papillon, c'est exactement ça. Et c'est comme si, et surtout qu'en plus, on se rend compte qu'il n'y a rien qui se propage plus vite qu'une bonne idée, qu'une habitude de consommation qui est, on va dire, vertueuse. Aujourd'hui, on sait que les habitudes de consommation, elles se font en 2-3 ans. Ça va extrêmement vite. On l'a vu que le paiement, moi je prends l'exemple du paiement sans contact, mais tout le monde se moquait du paiement sans contact. Aujourd'hui, on achète une baguette de pain à 1 € en paiement sans contact. Donc, je garde espoir que le plastique soit relayé, que les bouteilles en plastique soient relayées au rang d'antiquité dans très peu de temps, et notamment tous les produits à usage unique. Le gouvernement a dit qu'il y avait une loi, je crois que c'est 2040. L'objectif, c'est qu'en 2040, il n'y ait plus d'emballage, où il n'y ait plus de produits à usage unique. Moi, j'ai espoir de me dire que, à mon avis, d'ici 2027, 2028, on aura compris, ça va. Ça nous laisse 4-5 ans. Je ne sais pas ce que ça veut dire réussir. Oui, c'est quoi la réussite pour vous? Parce que ça a une signification différente pour chacun. Peut-être être heureux, vraiment. Se réveiller le matin et être heureux. Être avec des personnes qu'on aime. Je pense que c'est ça la réussite. Regarder un peu en arrière, se dire ok, c'est bien, je suis content de ce qui se passe. Regarder un peu devant en se disant il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Et si déjà on a cet équilibre-là dans un écosystème sain, donc avec la santé, etc., je pense que c'est ça la grande réussite. C'est pas un nombre de followers, c'est pas un nombre de... Quoi, je crois pas, j'espère pas. Merci beaucoup Guillaume. Merci Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous.
100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.